Donc, bienvenue à tous et à toutes à ce deuxième épisode de notre série Tire-toi une bûche, v'là de la science. Donc, c'est une série de webinaires qui veut mettre en valeur la recherche et les chercheurs et chercheuses qui font vivre la recherche à la forêt Montmorency. Donc, la forêt Montmorency est la forêt d'enseignement et de recherche de l'Université Laval. Donc, c'est depuis les années 60 qu'on y fait de la recherche. Et donc, il y a de la recherche au long cours qui s'y tient et de la recherche aussi plus récente avec des outils, des technologies innovantes dont on va entendre parler aujourd'hui. Donc, le titre du webinaire aujourd'hui, donc, c'est la nouvelle ère des inventaires forestiers. Euh, donc, qui utilise notamment la forêt Montmorency comme terrain de jeu. Donc, c'est notre conférencier et Alexandre Morin-Bernard, c'est comme je faisais la blague que je connais Alexandre depuis qu'il est tout petit. Donc, c'est un ancien étudiant du bac en aménagement et environnement forestier que j'ai eu le bonheur d'avoir comme étudiant dans mes classes. Donc, Alexandre est ingénieur forestier. Il est maintenant professeur adjoint au département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval. Donc, il utilise différents outils et pratiques innovantes en lien avec la télédétection pour décrire, comprendre, caractériser les écosystèmes forestiers et leur évolution dans le temps en vue d'améliorer, d'éclairer la prise de décision à différentes échelles là, nécessaires pour les décisions de sylviculture, d'aménagement forestier, d'aménagement du territoire. Donc, avec on a aussi, on vit la nouvelle ère d'un nouveau régime forestier là, qui a été déposé hier par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. On comprend encore plus avec ce nouveau régime-là l'importance de bien comprendre, connaître, caractériser le territoire forestier, d'être capable de faire des prédictions dans le temps. Et pour ça, on va avoir besoin de beaucoup de science, beaucoup d'innovation et beaucoup d'intelligence. Et c'est de ça dont va nous parler Alexandre. Donc, je te cède la parole, Alexandre. Merci Evelyne, merci pour la belle présentation. Bon midi à tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais partager mon écran, ça sera pas bien long. Donc, c'est ça, bonjour tout le monde. Puis aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter des travaux en cours, mais aussi une vision de ce qu'est la nouvelle ère des inventaires forestiers à la forêt Montmorency. Ça fait à peu près un an et demi que je suis professeur ici au département, donc on a eu le temps de commencer certains projets. Évidemment, c'est pas complété, c'est un processus qui va se continuer pour plusieurs années, mais j'avais envie aujourd'hui de vous donner un peu un portrait de ce qu'on fait à différentes échelles, puis avec différentes technologies de télédétection. Donc, c'est ça, mon poste finalement au département des sciences du bois et de la forêt est vraiment concerne vraiment le volet de dendrométrie, donc de mesure des arbres, des peuplements, mais beaucoup aussi l'intégration des technologies de télédétection pour cette caractérisation-là des écosystèmes forestiers. Alors, évidemment, dans le cadre des pratiques forestières, dans le cadre de ce qu'on fait à la forêt Montmorency, on a besoin de générer des connaissances sur la forêt, puis sur les différents écosystèmes qu'on y retrouve à différentes échelles. Là, une illustration très simplifiée, mais on a notamment besoin de générer des connaissances pour notre plan d'aménagement, un inventaire d'aménagement. Et je présente ça de façon linéaire, mais en réalité, c'est un peu une boucle. On a aussi besoin d'informations à un peu plus fine échelle lorsque vient le moment de faire vraiment des interventions forestières. Puis on a besoin de suivre dans le temps l'efficacité de ces interventions-là. Alors, puis l'information finalement qu'on génère avec ces suivis-là, puis avec nos inventaires à plus fine échelle, nous sert aussi à nourrir un peu notre perspective de l'aménagement du territoire là, à plus large échelle. On s'intéresse donc autant, dépendamment de où est-ce qu'on en est, puis du projet de recherche ou de l'étape du processus d'aménagement de la forêt, on s'intéresse autant, par exemple, à la croissance à l'échelle d'un arbre individuel, même d'un cerne de croissance, pour vérifier finalement la variabilité de la croissance dans le temps, que la croissance à l'échelle du peuplement et même à l'échelle du paysage. Là, on ne se rend pas jusqu'à l'échelle d'un pays ou du continent quand on parle de la forêt Montmorency, mais on a vraiment besoin de générer des informations à toutes sortes d'échelles et historiquement, ben, le coffre à outils des forestiers, des professionnels d'environnement était relativement limité quand même, c'est-à-dire on a une expertise hein, certainement dans la prise de données, la prise de mesures sur le terrain, avec des pieds à coulisses, avec des sondes de Pressler, et notre,
le gros du travail, en fait, était de mettre ça à l'échelle du territoire, à partir d'observations ponctuelles ici à gauche et à droite, ce qu'on faisait beaucoup, puis ce qu'on fait toujours beaucoup avec l'imagerie aérienne. Évidemment, dans les 20 dernières années, disons, depuis le tournant du siècle, ben, il y a beaucoup d'autres outils qui sont rajoutés, puis il y en a de plus en plus, notamment ben, tout ce qui est les capteurs LIDAR, qui peuvent être autant embarqués dans des avions que dans des drones, que à bord de petits capteurs mobiles avec lesquels on se déplace en forêt, et l'imagerie satellitaire, qui nous permet d'avoir une perspective à beaucoup plus large échelle, mais surtout un suivi dans le temps, l'évolution finalement de la forêt, des écosystèmes. Un des meilleurs exemples de ça, qui va beaucoup me servir à la présentation aujourd'hui, qui va être davantage axé sur le LIDAR. Je vais parler un petit peu d'imagerie satellitaire à la fin si j'ai le temps. Mais c'est vraiment pour illustrer un peu la pertinence des outils en fonction de l'échelle à laquelle on cherche à travailler, puis les questions qu'on cherche à répondre. Alors ici, ce que vous avez, c'est deux profils, deux nuages de points LIDAR. Le premier ben, est issu d'un balayage par avion. Alors, c'est un vieux balayage là, de 2011, si je me souviens bien, avec une densité de points assez faible. On est capable certainement de voir le sol, on est capable de voir la canopée en général, mais on n'est pas capable nécessairement de distinguer les arbres individuellement, ce qui est beaucoup plus réaliste avec un balayage laser par drone qui nous permet peut-être de couvrir des superficies moins grandes, mais de répondre à des questions différentes ou d'avoir une plus grande résolution là, dans les prédictions qu'on cherche à faire. Alors, au cours de la présentation aujourd'hui, c'était très difficile là, de choisir sur quoi présenter. On travaille vraiment sur plein d'aspects en parallèle. Et alors, j'ai fait un extrait un peu de certains projets qu'on a à la Forêt Montmorency et qui donnent un peu une idée de la diversité de ce qui se passe. Je vais développer un peu davantage les trois premiers, donc le volet des interventions par drone, de la délimitation automatisée des secteurs d'intervention des peuplements, puis de la stratification du territoire puis de l'échantillonnage. Et je vais donner des aperçus un peu de ce qu'on fait aussi à l'échelle de l'arbre et plutôt des dynamiques forestières à large échelle avec l'imagerie satellitaire. Je vais passer assez vite, mais retenez vos questions. On va avoir une bonne période à la fin de la présentation où on pourra revenir sur certains aspects là, qui vous ont intéressé davantage. Inventaire d'intervention par drone. Alors, je vais surtout, pour la première partie de la présentation, me concentrer à cette échelle-là, à l'échelle des inventaires avant la récolte. Alors, quand on a besoin de faire une mise à jour un peu de l'état du peuplement avant, finalement, de planifier les traitements sylvicoles, leur étendue spatiale, les modalités et d'envoyer finalement les équipes en forêt. Alors, l'idée de ce projet-là, qui était en fait un stage et projet de fin d'études là, d'un étudiant qui poursuit à la maîtrise là, avec nous, euh, ça se concentrait dans le secteur, donc dans le sud de la forêt Montmorency, ce qu'on appelle le secteur Lac-aux-Sables, Lac-à-Noël. Alors, c'est trois secteurs d'intervention potentiels qui ont été identifiés par Yannick, Jean-François, l'équipe de la forêt Montmorency finalement. Et dans ces secteurs-là, ben, on a déjà eu accès finalement à des placettes qui avaient été réalisées selon la méthode plus classique, hein, où on déploie une grille de points avec une certaine intensité d'échantillonnage, un certain nombre d'hectares par placette, là, de placettes par hectare, tout dépendamment du contexte, et dans lesquels on mesure finalement ben, les attributs forestiers qui nous intéressent. On s'est rendu, on a profité de l'opportunité, on s'est rendu dans ces secteurs-là qui étaient inventoriés au même moment pour faire une acquisition LIDAR par drone. Donc, on est allé au même moment finalement que l'échantillonnage en forêt. On a fait un échantillonnage avec LIDAR par drone pour nous permettre finalement d'obtenir une reconstruction tridimensionnelle de ces peuplements-là et de comparer, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on compare les caractéristiques du nuage de points LIDAR aux attributs forestiers qu'on mesure dans les placettes. Alors, c'est une méthode qui est très, comment dire, qui est aboutie, qui est opérationnelle, qui est utilisée par plusieurs compagnies forestières. Le gouvernement du Québec, la Direction des inventaires forestiers, produit notamment pardon, des compilations qui sont basées sur le principe que je vous présente aujourd'hui, là, comme la carte dendrométrique LIDAR, les forelles. Alors, c'est toute cette même famille d'approches-là. Et finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on ne se limite pas seulement aux attributs, en fait, aux produits dérivés LIDAR qu'on connaît le plus, hein, comme le modèle numérique de terrain, le modèle de hauteur de canopée. Ça, en quelque sorte, c'est comme si on gardait seulement les extrêmes hein, de notre nuage de points et qu'on ignorait tout ce qui se trouve entre le sommet de la canopée et le sol. En réalité, un nuage de points, c'est beaucoup plus riche que ça, puis ça contient des informations vraiment sur la distribution verticale, la structure verticale de la forêt. Je vous donne un exemple ici pour bien comprendre, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec le procédé. Trois peuplements, un peuplement dominé par le pin gris,
un peuplement dominé par l'épinette noire, un peuplement dominé par le bouleau à papier, puis le peuplier faux tremble. Et quand on regarde de profil, alors ça, c'est vraiment les nuages de points d'acquisition LIDAR dans ces trois peuplements-là, ben, on peut constater des différences à l'œil nu. On est capable de reconnaître un peu les caractéristiques de ces peuplements-là. C'est particulièrement évident pour le peuplement du centre, hein. C'est un peuplement épinette noire, mélèze, c'est assez humide, une, euh, une canopée qui est assez ouverte comparée au peuplement du bas, qui est hein, couvert de feuillus, donc une canopée très fermée qui laisse moins pénétrer les impulsions LIDAR, là, les faisceaux laser. On le voit justement à droite dans les petits graphiques de distribution du nombre de retours LIDAR, donc le nombre de points qui ont été générés dans le nuage de points en fonction de la hauteur par rapport au sol. Et on voit très bien, par exemple, le pic ici qu'on a à cause de la canopée. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de faisceaux LIDAR, de retours qui ont été générés à la hauteur de la canopée, en raison des grandes feuilles, des feuillus, puis du couvert très fermé, par rapport à notre peuplement d'épinettes noires puis de mélèzes, où ben, il y a beaucoup plus de points qui se sont rendus au sol et on n'a pas vraiment un pic à la hauteur de la canopée parce que le peuplement est beaucoup plus ouvert. Alors, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on calcule toutes les statistiques possibles pour décrire une distribution de données. Ben, on peut les calculer pour la distribution de la hauteur verticale des retours LIDAR. Alors, on peut prendre la hauteur moyenne. Ce que je vous illustre présentement, c'est le 95e centile de la hauteur des retours. On pourrait dire que ça correspond à la hauteur dominante du peuplement, de l'étage dominant, quelque chose comme ça. C'est la hauteur à laquelle on retrouve finalement 95% des retours LIDAR en dessous de cette hauteur-là, 5% au-dessus. Une autre qu'on utilise très souvent, une autre statistique, c'est la proportion de retours au-dessus de 2 mètres. Alors, combien de pourcentage des retours, des points LIDAR ont été générés à une hauteur plus élevée que 2 mètres? Ben, ça nous aide justement à voir beaucoup l'ouverture du couvert. Dans le cas de l'épinette noire, du peuplement d'épinette noire, ben, on a moins de retours, une moins grande proportion de retours qui ont été générés au-dessus de 2 mètres par rapport à notre peuplement feuillu en bas. Alors, c'est ce qu'on a fait. Finalement, on a calculé ces statistiques-là en extrayant vraiment le nuage de points de chacune des placettes échantillons qui ont été mesurées en forêt. Vous comprendrez à ce moment-là que ça nous demande de faire des placettes échantillons à rayon fixe. Alors ça, ben, merci à Yannick puis à son équipe d'inventaire pour avoir changé un peu les modalités. D'habitude, les inventaires d'intervention, on fait ça au prisme, mais vous allez voir pourquoi. Il y a quand même un gain à prendre la peine d'en faire un certain nombre à rayon fixe pour développer un modèle basé sur le LIDAR qui va probablement nous permettre là, de réduire l'intensité d'échantillonnage dans les prochains blocs, prochains secteurs qu'on va inventorier. Alors, on a développé finalement un modèle statistique, modèle mathématique, qui nous permet de prédire les attributs mesurés dans les placettes, le volume, surface terrière, etc., à partir des statistiques qu'on a calculées à partir du nuage de points de chacune des placettes. En parallèle, finalement, on refait le même exercice, c'est-à-dire qu'on calcule ces métriques-là, mais pas seulement pour nos placettes, mais on a le nuage de points au complet du peuplement, donc on les calcule en parallèle, ou en tout cas celles qui sont retenues par notre modèle, on les calcule aussi sur une grille sur la superficie complète de notre peuplement. Généralement, on prend une grille de 20 mètres par 20 mètres parce que ça donne des pixels de 400 mètres carrés qui sont finalement la même superficie que nos placettes échantillons de 11 mètres 28. Et ça nous permet donc de générer à l'échelle de notre secteur d'intervention des couches matricielles avec les statistiques LIDAR qui nous intéressent, puis qui sont des bons prédicteurs du volume, de la surface terrière, du diamètre moyen, etc. Alors, ce que ça donne, ben, par exemple, à l'échelle de notre secteur d'intervention, 95e centile de la hauteur des retours. Donc, on voit bien là, les différences dans les secteurs d'intervention. Et ici, proportion de retour au-dessus de 2 mètres. Alors, même chose, là, on peut voir des différences là, à l'échelle du peuplement. Donc, ce qu'on fait finalement, ben, on a ces couches-là qui sont un peu nos variables explicatives dans notre modèle mathématique qu'on a conçu. Et ça nous permet d'appliquer notre modèle avec les couches de matricielle et de générer un résultat, finalement, une couche matricielle des attributs dendrométriques qui nous intéressent. Dans le cas que vous avez ici, ben, c'est le volume marchand brut. Alors, on voit qu'il y a vraiment des patrons spatiaux. Là, on n'a pas le même volume partout dans le peuplement. Ça nous permet bien, justement, de repérer certains secteurs où on voit qu'on n'a à peu près aucun volume, qui ont vraisemblablement été touchés, en tout cas avec la forme ronde, j'aurais tendance à dire par l'arpenteuse de la Pruche qui est passée en 2012 dans le coin, puis qui a subi des chablis par la suite, là, parce qu'il y a surtout le peuplement que vous voyez présentement, il est assez exposé au vent. Donc, on voit qu'on a vraiment perdu du volume là. Euh, et ben, évidemment, ben, on ne génère pas ces couches-là seulement pour le volume, on le génère pour tous nos attributs, y compris notamment pour le DHP moyen. Puis c'est intéressant quand on regarde le DHP moyen, justement, de regarder notre bloc central.
où je vous ai montré l'animation, là, où on avait perdu beaucoup de volume, ben, on semble avoir des DHP qui sont plus importants en bordure de ce secteur-là. Alors, comme si ben, finalement les arbres en périphérie de cette trouée-là avaient bénéficié du dégagement là, qu'ils ont eu. Juste une petite observation en passant. Euh, Ce n'est que le début. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est une pratique qui est courante. Ça relève pas beaucoup de la recherche, là, puisque c'est quand même établi. C'est démontré qu'on est capable d'avoir des précisions qui sont vraiment très intéressantes avec ce genre de produit-là. Euh, Là où on en est finalement, c'est d'intégrer des nouveaux attributs, qui sont des attributs forestiers, mais qui peuvent être des attributs écologiques aussi. On pense notamment au stock et flux de carbone. On sait que dans l'équipe d'Evelyne, justement, ben, il y a eu beaucoup d'échantillonnage qui a été fait pour les stocks de carbone dans les différents réservoirs, mais aussi les flux, donc leur évolution dans le temps, comment la structure forestière, le microclimat peut influencer justement ces échanges de carbone-là. Alors, c'est le genre d'attribut qu'avec des données d'entraînement de qualité, là, comme celles qui ont été collectées par l'équipe d'Evelyne, ben, on serait capable aussi de projeter spatialement et de prendre en compte finalement dans l'aménagement des forêts, dans les prescriptions sylvicoles qui sont appliquées sur le territoire. Un autre volet qui est, par exemple, l'aptitude au traitement sylvicole. C'est un dossier que mon prédécesseur, M. Jean Bégin, avait commencé notamment là, en décrivant un peu la structure des peuplements, lesquels ont une structure plus irrégulière, plus régulière, lesquels seraient, euh, disons, plus favorables à l'application de coupe partielle versus coupe totale. Alors, on peut finalement décrire d'autres variables de structure, notamment la présence d'un sous-étage en forêt ou non. Là, j'ai écrit aptitude au traitement sylvicole, mais ça pourrait être aussi dans la cartographie des habitats. Alors, l'obstruction visuelle, par exemple, est quelque chose qu'on tente de prédire un peu mieux. Là. La densité des Gaules à l'hectare aussi, c'est quelque chose qui pourrait nous être utile là, pour justement quantifier et caractériser la qualité de l'habitat des espèces qui sont présentes à la forêt Montmorency, autant les oiseaux que l'orignal, ou que même dans la portion nord, là, le caribou éventuellement. Oui, donc c'est ça. Voilà. Ça m'amène au deuxième sujet, qui est intimement lié au premier sujet, qui est la délimitation automatisée des peuplements, puis des secteurs d'intervention. Alors, on a généré une belle couche matricielle, mais comme vous le savez peut-être, tout dépendamment de votre profil, ben, des couches matricielles, c'est pas toujours euh, aussi utile que ça, puis des fois, ça peut complexifier le travail plus que de le simplifier. On aime souvent travailler avec des polygones, avec des unités un peu plus homogènes, puis des unités qui sont plus faciles à gérer que des pixels de 20 mètres par 20 mètres ou de 10 mètres par 10 mètres. Alors, c'est pourquoi on travaille à développer, finalement, on a développé un flux de travail qui est basé sur un algorithme de segmentation, un algorithme de délimitation qui utilise en entrée des couches matricielles. Alors, ça peut être pensé à n'importe quelle couche matricielle, ça pourrait être directement un modèle de hauteur de canopée, ou ça peut être notre modèle de prédiction de volume, par exemple. Et on jumelle ensemble, finalement, les pixels, les cellules de notre couche matricielle qui se ressemblent pour créer, ultimement, des polygones à l'intérieur desquels les valeurs de l'attribut qui nous intéresse sont relativement homogènes. Si on prend le cas ben, du volume, on va se concentrer sur un des secteurs d'intervention en particulier et on va examiner un transect ici où on voit justement qu'il y a une bonne diversité en fait dans le volume. On voit là qu'à gauche, ici, qui correspond au bas de la pente, ben, on a moins de volume que dans la portion centrale ou dans la pente douce là, au milieu de cette toposéquence-là, et que le volume, ben, en fait, et que la hauteur du peuplement, la densité semble rediminuer à nouveau là, quand on monte en hauteur. Et quand on applique finalement l'algorithme de segmentation à ce peuplement-là, ben, on vient générer des lignes, des frontières finalement entre des secteurs relativement homogènes que j'ai illustré aussi sur notre topo-séquence, là, notre profil d'or au bas de l'écran. Et on voit qu'on est capable de relativement bien segmenter des superficies qui sont semblables en termes de volume dans ce cas-ci. Mais on pourrait le faire avec d'autres attributs forestiers, évidemment. Là, vous me direz, bon, mais oui, mais les polygones, il y a quand même beaucoup de variabilité à l'intérieur. Évidemment, ben là, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de développer un outil qui soit flexible et assez facile d'utilisation pour que des gens, justement, comme l'aménagiste de la forêt Montmorency ou des ingénieurs forestiers ou peu importe, des gens du milieu, puissent utiliser des couches en entrée, des couches qui sont disponibles, par exemple, par le biais de la direction des inventaires forestiers, et eux-mêmes, finalement, choisir quelle couche ils mettent en entrée et les paramètres finalement qu'ils veulent en termes d'homogénéité puis de superficie. Parce qu'on s'entend que si on veut des polygones
parfaitement homogène à l'intérieur, ben, on ferait un polygone par cellule de la matrice, mais là, on se retrouverait avec une autre couche matricielle. Donc, nécessairement, ça va dépendre des superficies minimum d'échantillonnage, ben, pas d'échantillonnage, mais de cartographie, puis à quel point on souhaite qu'il y ait une homogénéité à l'intérieur des peuplements. Donc, tout ça, c'est des paramètres qui sont faciles à ajuster là, dans notre approche. Alors à l'échelle de tous nos secteurs. Et là, on a des polygones ici, mais on peut jumeler finalement à ces polygones-là toute l'information qui est dérivée de la couche matricielle. Alors, par exemple, on peut faire tout simplement la moyenne. Alors là, on arrive avec quelque chose de beaucoup plus simple. On voit clairement les peuplements, quel est le volume moyen, puis on pourrait très bien décider ben, d'exclure de notre planification les peuplements qui ont moins de 90 mètres cubes à l'hectare ou peu importe, pour une raison ou une autre, là, une décision qui serait prise par finalement le professionnel qui s'occupe de l'aménagement de ce territoire-là. Je donne l'exemple du volume, mais dans certains cas, ça pourrait être d'autres attributs qui nous intéressent. Ça pourrait être le DHP, ça pourrait être la densité si on pense à une éclaircie. Donc, on peut en fait cartographier n'importe quel, ben, pas n'importe quel attribut, certains attributs, mais on peut réaliser notre segmentation sur n'importe quel des attributs qu'on a cartographiés. Et ben là, à ce moment-là, prendre des décisions, nous aider à moduler, par exemple, les prescriptions sylvicoles selon ce qu'on a cartographié. Ça m'amène à prendre un pas de recul. Évidemment, vous voyez le parallèle de tout ça probablement avec la cartographie écoforestière. Là, on était à l'échelle d'un secteur d'intervention, donc on est allé avec des polygones très fins, ben, assez fins, mais on pourrait, en fait, ce sur quoi on travaille présentement, c'est une approche de cartographie écoforestière automatisée. Alors là, ici, vous avez la carte écoforestière qui nous délimite finalement des peuplements, qui s'est fait essentiellement par photo-interprétation, assistée évidemment des données LIDAR pour les dépôts de surface, la hauteur des peuplements, la densité aussi. Alors, ce qu'on fait tout simplement, ben, on utilise les mêmes variables qui sont utilisées par le photo-interprète ou les mêmes couches. Ici, c'est la proportion de retour au-dessus de 2 mètres. Alors, ouais, là, j'ai mis le signe à l'envers, mais c'est pas bien, bien grave. Euh, En bleu, c'est des endroits qui sont très ouverts, donc où il n'y a pas de retour au-dessus de 2 mètres. Tous les retours sont en dessous de 2 mètres. Et en jaune, ben là, c'est les endroits où les retours sont à 100% presque en haut de 2 mètres. Et on rentre ça, par exemple, avec la hauteur dominante du peuplement, le modèle de hauteur de canopée, par exemple, dans notre algorithme qui nous permet de segmenter, de créer des peuplements de façon automatique, puis de façon surtout très rapide. Pour une superficie équivalente à la forêt Montmorency, on parle peut-être de 5 minutes, 10 minutes de calcul pour générer les polygones. Et ça nous permet quand même là, de distinguer finalement des peuplements adjacents qui ont des différences. Par exemple, ici, un peuplement d'une hauteur moyenne qui a quand même une certaine ouverture là, dans le couvert, avec son voisin qui a une plus grande hauteur, un peu moins d'ouverture, et un autre peuplement ben, qui semble être très improductif ou très jeune, là, donc faible hauteur, mais une bonne densité, si on veut, assez homogène là, à l'échelle du peuplement. Donc, on travaille aussi à l'échelle finalement de la forêt en entier, de l'unité d'aménagement en entier. Là où ça devient intéressant, encore plus intéressant, c'est quand on parle de stratification puis d'échantillonnage. Je vous ai dit dans le cas de notre inventaire que je viens de vous présenter, on s'est basé sur des placettes qui avaient été mesurées et déployées selon un plan d'échantillonnage assez standard, donc une grille de points à une certaine densité, puis un ajustement manuel par la suite là, pour être sûr de bien couvrir la diversité du peuplement. Ce qui est fascinant, ce qui est intéressant avec les données LIDAR, c'est qu'on a quelque chose qu'on n'a à peu près jamais d'habitude en foresterie, c'est-à-dire une connaissance de la population. Alors, on déploie des placettes d'habitude, mais selon des règles du pouce en termes d'intensité d'échantillonnage, mais on ne connaît pas la réelle diversité, la réelle variabilité de l'écosystème qu'on va inventorier. Ben, tout ça, aujourd'hui, c'est possible de le savoir. Je vous donne l'exemple juste des deux statistiques LIDAR que je présentais encore tout à l'heure, donc la hauteur dominante et l'ouverture du couvert. Et chaque point sur ce graphique-là, finalement, représente un pixel de 20 mètres par 20 mètres des images que vous avez à gauche. Alors, ce qu'on voit finalement, c'est vraiment la distribution de notre population de pixels, donc de nos carrés de 400 mètres carrés à l'échelle de l'ensemble de notre secteur. On voit la distribution des valeurs de hauteur, puis de couverture de couverture de canopée sur cette superficie-là. On peut ensuite utiliser des outils. Ici, je vous présente un package dans R qui est disponible gratuitement, puis qui nous permet de réaliser un échantillonnage, en fait, une stratification, finalement, à partir de couches matricielles qui décrivent ces statistiques LIDAR-là. Alors, dans ce cas-ci, on est allé très simple. On a utilisé les quantiles
donc des différentes statistiques. Puis on a divisé ici en huit strates qu'on divise sur le graphique, mais qu'on peut aussi visualiser cartographiquement. Alors, ce qu'on voit finalement, une couleur correspond à des superficies qui ont des valeurs relativement similaires pour ces deux attributs-là. On peut aussi utiliser des méthodes plus sophistiquées. Là, ici, c'est sur un algorithme K-means, là, donc un algorithme de regroupement qui fonctionne un peu différemment. Alors, ben là, ça, c'est tout un autre domaine, là, le choix des bonnes méthodes de stratification. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on est capable vraiment de regrouper des superficies qui se ressemblent. Et là, ce qu'on superpose, ben, c'est les placettes qui ont été réalisées par l'équipe de Yannick. Alors, c'est quand même intéressant de voir, on a quand même une bonne couverture de l'ensemble des strates. Peut-être qu'il y a certaines strates qui sont un peu sous-échantillonnées, surtout dans les valeurs plus extrêmes là, de hauteur puis de couverture de canopée. Mais c'était quand même un bon travail d'échantillonnage. Euh, Par contre, on pourrait aussi faire les choses dans l'ordre inverse et utiliser cette information-là, pardon, utiliser nos strates pour créer notre plan d'échantillonnage. Donc, on pourrait dire que la première étape serait systématiquement d'aller survoler le peuplement avec le drone, d'examiner la population et de baser notre échantillonnage, calculer nos tailles d'échantillons nécessaires sur la variance finalement, sur la variabilité qu'on constate à l'intérieur des peuplements. Alors, tout dépendamment de l'attribut qu'on mesure, la forme de sa distribution, ça peut être des équations plus ou moins simples là, pour évaluer les tailles d'échantillons, mais c'est quelque chose qu'on est capable de faire puisqu'on connaît la population. Dans un monde idéal, ben, si on a déjà généré une couche de volume marchand brut, comme c'était notre cas, ben, on pourrait utiliser directement cette couche-là de volume marchand brut pour calculer la taille d'échantillon nécessaire en fonction d'une marge d'erreur donnée, d'une erreur donnée de 5%, 10%, 15%. Puis c'est là qu'on voit que la précision coûte très cher, c'est-à-dire que pour passer de 10% d'erreur sur l'attribut à 5%, ben, vous voyez que le nombre de placettes est multiplié par 4 à peu près, là. Donc c'est quand même, est-ce qu'on veut aller jusque-là? C'est une excellente question. Et ben, le genre d'outil qu'on utilise nous permet de distribuer ensuite automatiquement ces placettes-là sur le territoire en prenant en compte des contraintes, notamment d'accessibilité, de distance minimale ou maximale d'un chemin, une distance minimale ou maximale entre les placettes pour organiser ça en virée si on veut, qui traverserait plusieurs strates dans un seul passage. Alors, ben, c'est vers ça qu'on s'enligne là, pour mieux cibler nos efforts d'échantillonnage parce qu'il y aura d'autres secteurs d'intervention. Alors, ce qu'on fait finalement, à partir de maintenant, quand on a un nouveau secteur qui doit être récolté, ben, on va le survoler avec le drone LIDAR et on regarde ce que vous avez en vert, ben, ce sont les pixels de 20 mètres par 20 mètres sur notre nouveau secteur par rapport au secteur qu'on a déjà inventorié, puis pour lequel on a déjà des données terrain. Alors, ce qu'on veut se demander finalement, c'est est-ce que ce secteur-là est assez similaire pour y appliquer notre modèle qu'on a déjà construit, ou on devrait rééchantillonner un petit peu juste pour combler peut-être certains trous dans l'échantillonnage, mais au lieu de rééchantillonner au complet le peuplement, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on se recrée de nouvelles strates en rentrant le peuplement supplémentaire, le secteur supplémentaire. On regarde où nos placettes actuelles se situent et puis là, ben, on prend la décision, OK, bon, mais ça vaut la peine, telle strate, on ne l'avait pas échantillonné assez. Donc, dans ce nouveau secteur d'intervention-là, on va aller réaliser seulement quelques placettes pour boucher les trous finalement, combler l'échantillonnage, les besoins d'échantillonnage, améliorer notre modèle, mais on n'a pas besoin à chaque fois de reprocéder à un échantillonnage intégral comme si c'était un tout nouveau secteur, parce qu'on peut les comparer entre eux. Encore une fois, on remonte à une échelle un peu plus large, puis c'est quelque chose qu'on peut faire pour la forêt Montmorency au complet. Alors, l'équipe d'Alexis Achin ont déjà travaillé sur un inventaire de référence, là, donc la même approche que je vous ai parlé, mais à l'échelle de la forêt Montmorency au complet. Euh, Ça a des forces et des faiblesses, là, donc c'est approprié pour les inventaires d'aménagement, un peu moins pour les inventaires d'intervention. Mais ultimement, ben, c'est ça. On a une nouvelle acquisition LIDAR à la forêt Montmorency qui arrive cet été, si je ne me trompe pas. Alors là, c'est une opportunité justement de planifier un échantillonnage qui va nous permettre de couvrir un peu toute la diversité qu'on retrouve à la forêt. Là, j'ai superposé ici, juste pour le fun, nos placettes actuelles sur la diversité de la population des peuplements qu'on retrouve à la forêt Montmorency. Puis on voit que, bon, on encourt un certain gradient, mais on a encore d'autres peuplements à échantillonner.
Ben, c'est normal parce que les inventaires qu'on a faits, c'est des inventaires d'intervention. Donc, c'est dans des peuplements qui sont prêts à la récolte la plupart du temps, alors qu'à l'échelle de la forêt, ben, on a nécessairement des peuplements qui sont à d'autres stades de développement. On retombe à fine échelle, attribué à l'échelle de l'arbre. C'est quelque chose sur lequel on a commencé à travailler. J'ai pas beaucoup de résultats à vous présenter, mais je voulais juste présenter l'approche générale qu'on compte utiliser, puis pour quelles raisons ça nous est utile. C'est quelque chose qui est principalement utile dans le cadre peut-être de nos projets de recherche ou quand on a des attributs spécifiques à mesurer à l'échelle de l'arbre. Euh, la logique est un peu d'améliorer l'efficacité de nos inventaires sur le terrain. Il y a certains attributs qui sont assez tannants à mesurer sur le terrain. Disons la projection verticale des houppiers, où il faut prendre un clinomètre, se casser le cou pendant toute la journée pour mesurer ces dimensions-là. Ben, est-ce que ce sont l'exposition à la lumière, entre autres? Donc, est-ce que ce sont des attributs qu'on pourrait extraire automatiquement en segmentant chacun des arbres de la forêt de façon séparée? On l'a testé notamment dans le secteur d'intervention que je vous ai présenté au lac à Noël. Et ben là, on est en train d'améliorer cet algorithme-là. Vous voyez, chaque point jaune, ben, c'est un arbre qui a été détecté. Dans certains cas, c'est bon, dans d'autres cas, c'est moins bon. Un des gros défis, hein, c'est la variabilité de la densité et de la structure du peuplement. Alors, on est en train d'essayer de raffiner cette approche-là parce que la performance varie beaucoup, beaucoup en fonction de la structure des forêts. On s'entend qu'un peuplement de structure très régulière, une plantation, où chaque arbre a vraiment sa place, puis on est capable du ciel, finalement, de voir le houppier, de voir l'apex, ben, c'est assez facile. Quand on entre dans des structures très complexes avec un sous-étage, ben là, nécessairement, les arbres qui n'ont pas un grand accès à la lumière ben, vont être plus difficiles à repérer puis à segmenter à partir du nuage de points lidar. Donc ça, c'est juste un exemple de quelques placettes qu'il y avait sur le territoire qu'on a inventorié. Donc, une bonne diversité. Mais dans un scénario optimal, puis en raffinant nos algorithmes de segmentation, ben, on est capable de c'est ça, identifier les sommets des houppiers, segmenter le nuage de points, donc conserver, en fait, attribuer à chaque retour lidar une idée, un identifiant d'arbre unique. Et ensuite extraire le nuage de points individuel de chacun des arbres uniques. Alors ça, comme je vous ai dit, on peut mesurer la hauteur de l'arbre, on peut générer des indices de compétition des arbres l'un par rapport à l'autre. On peut aussi utiliser finalement, on a le modèle de surface, finalement, de la canopée, notre arbre individuel, on a la position sur la planète, donc on est capable de simuler l'ensoleillement, on est capable de savoir quel arbre est naturellement plus exposé au soleil que l'autre et de rentrer ça dans des modèles de croissance, tenter de prédire la vulnérabilité des arbres à certains stress, même la réaction de croissance à un traitement sylvicole, par exemple. Tout ça en est au premier stade encore, là, mais on travaille là-dessus présentement. Pour conclure, je pense que je suis encore dans les temps, on prend un gros pas de recul, on va à large échelle, puis je voulais dire quelques mots sur l'imagerie satellitaire. Vous aurez l'occasion d'en entendre parler beaucoup dans les prochaines années parce que, justement, en collaboration avec l'équipe d'Alexis Hachin, on en est à développer l'inventaire en continu. Alors, c'est-à-dire que on utilise la méthode que je vous ai présentée aujourd'hui pour ponctuellement générer des cartes forestières, des attributs dendrométriques au moment de l'acquisition LIDAR. Donc, on en a une en 2016, on va en avoir une en 2025. Mais entre les deux, il se passe des choses en forêt. Et pour suivre ce qui se passe en forêt, ben, c'est l'imagerie satellitaire qui nous permet de faire ça, principalement Landsat et Sentinel. Donc, Landsat, c'est pour l'historique, pour pouvoir remonter jusque dans les années 80. Et Sentinel, ben, c'est pour une fréquence de passage plus accrue, plus fréquente, finalement, des passages plus fréquents, et aussi une résolution qui peut être plus fine que Landsat. Euh, je vous donne juste ici un exemple. Là. On fera une autre présentation sur l'inventaire en continu quand on l'aura déployé un peu à la forêt Montmorency. Mais je veux juste vous faire un peu comprendre le principe pour ceux qui sont moins familiers avec ça, avec le cas du rétablissement à la suite de perturbations. Alors ici, ce qu'on regarde, c'est un secteur de la forêt boréale où il y a eu un feu en 1995. Ce que vous voyez, les couleurs, c'est finalement le NBR, c'est la valeur du Normalized Burn Ratio. C'est un indice de végétation qui est basé finalement sur la réflectance de la surface de la canopée. Je vous invite à regarder le petit schéma à gauche, là. On voit le bleu, le vert, le rouge. Ben ça, ce sont les couleurs visibles. Donc, nous, on ne perçoit que ça, puis c'est ce qui nous permet de voir la végétation verte, par exemple, le sol brun, etc. Landsat, les satellites, ils peuvent voir dans l'invisible aussi, dans l'infrarouge.
Et vous avez ici les courbes, donc les signatures spectrales de la végétation, une végétation saine par rapport au sol ou encore à la végétation brûlée. Euh, donc, en examinant les différences finalement dans cette signature spectrale-là, on est capable d'identifier, de déterminer est-ce que ce pixel-là qu'on regarde, c'est de la végétation saine ou c'est de la végétation morte ou c'est du sol ou c'est d'autres choses. On est même capable de différencier végétation coniférienne ou feuillue. Alors, ce que vous voyez apparaître au centre de l'image en rose, orangé, jaune, ben, c'est vraiment des valeurs bases de NBR, des valeurs qui sont dues au feu. Finalement, euh, ces principes-là, c'est que comme la chimie est à la base de tout, ben, quand la lumière vient se réfléchir sur la surface, tout dépendamment de la composition chimique de cette surface-là, ben, elle va réfléchir la lumière de façon différente. Et c'est ce qui nous permet d'avoir ces signatures spectrales. Alors, on reprend, puis on regarde notre série temporelle, mais on va se concentrer sur trois secteurs spécifiques de ce feu-là, trois endroits qui ont brûlé en 1995. On repart du début rapidement. On voit le feu qui va arriver en 95 et tranquillement, ben là, ce qui est intéressant à suivre, c'est le rétablissement après ce feu-là. Ben, premièrement, on peut mesurer la sévérité de la perturbation, puis ensuite, on peut mesurer le rétablissement dans le temps et voir que ben, on a notre site en couleur sable qui a pris un peu plus de temps à se régénérer, malgré le fait qu'il avait été moins affecté ou que son NBR était descendu moins bas que d'autres secteurs, et notre site en bleu, lui, qui s'est régénéré plus rapidement. Et ben, le pauvre site en vert ici qui a subi un deuxième feu en 2023. Donc là, ben, ça, c'est une autre histoire, mais on s'entend que deux feux successifs comme ça peut sérieusement compromettre les chances de régénération. Et ben, ce qu'on fait, ben, on peut comparer en date de 2024-2025 quel est l'état de ces peuplements-là. Et ben, on voit vraiment que notre peuplement vert, ben, là, il est un peu roussi là, parce que justement, il a passé au feu récemment. Mais les autres peuplements, ben, finalement, on est capable de voir des différences dans l'occupation, dans la couverture de canopée, dans la hauteur, dans la biomasse qui est présente en fonction des valeurs des indices de végétation. Donc, c'est ce qu'on va mettre en place tranquillement à la forêt Montmorency, un système de suivi, que ce soit après récolte ou après haute perturbation. Quel est l'effet de la perturbation sur la forêt et comment la forêt se rétablit dans le temps, tout ça grâce à l'imagerie satellitaire. Alors, ça clôt ma petite parenthèse sur l'imagerie satellitaire. Puis, pour rester dans les temps, c'est tout pour moi. Puis, ça va me faire plaisir de revenir sur des aspects sur lesquels vous avez des questions. Super, merci beaucoup, Alexandre. Vraiment intéressant de passer de l'échelle de l'arbre à l'échelle de la planète, ce que les satellites, ce que les Oui. satellites voient. Euh, Mhm. bon, on voit l'intérêt de ces outils-là là, pour avoir fait de l'inventaire forestier avec mes bottes et tout pour aller mesurer les choses, là. C'est Oui, c'est oui, fun de oui. voir cette innovation-là. J'invite l'auditoire à soit lever la main pour poser des questions ou les poser par écrit. Donc, on en a déjà quelques-unes. Donc, je vais poser les questions, mais sinon, les gens, n'hésitez pas à lever la main. Donc, je vais commencer par les questions écrites. Il y en a une de Besma Boulsimi qui demande dans quelle mesure le lidar permet-il de distinguer différentes espèces d'arbres en fonction de la forme de leur canopée, notamment dans des forêts denses ou à composition mixte? Oui, ben, c'est un très, très, très intéressant point, Besma, ça. Euh, Je travaille pas personnellement là-dessus. J'ai plusieurs collaborateurs qui travaillent justement sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour, à partir vraiment du nuage de points complet, essayer de repérer finalement les indices qui peuvent laisser transparaître la composition forestière. À date, les résultats sont quand même très bons. L'enjeu, c'est que ça prend beaucoup de données d'entraînement, les temps de calcul. Donc, avant de généraliser cette approche-là à de très larges superficies, on n'est pas tout à fait là, mais le potentiel est clairement là. Donc, combiner, puis en fait, là où il y a le plus de potentiel, on le croit, ça reste à être démontré, ben, c'est de combiner les deux. Donc, on a l'information du lidar. Déjà, la structure du peuplement peut en dire beaucoup sur sa composition. Puis si on rajoute de l'information spectrale en plus, de la photo aérienne, de l'imagerie par drone, ben là, on est capable là, d'avoir encore une meilleure précision c'est ça, sur les essences. Ok, merci. Il y a une autre question par écrit avant de passer aux mains élevées. Euh, donc, on demande, est-ce que vous travaillez avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour le développement de la cartographie automatisée?
Je suis en contact avec eux, oui, oui, on essaie de garder contact, surtout avec la DIF là, dans ce contexte-là. Il y avait déjà des projets, des idées similaires qui avaient un peu mis sur la glace parce que la composition en essence était un frein au développement de ce genre de produit-là, ce qui est tout à fait vrai par ailleurs. Le projet que je vous ai présenté aujourd'hui, c'était sur des sites d'études en Ontario parce que là-bas aussi, finalement, ils s'intéressent à ces techniques-là. Euh, Nous, on a décidé d'aller de l'avant, pareil, avec cette cartographie-là, parce que dans certains types de peuplement ou pour la planification, notamment d'intervention sylvicole, euh, ben, on était capable de se débrouiller du côté de la compétition, de la composition, avec, parce que c'est des secteurs relativement limités. Puis, ben, d'avoir justement une information sur le volume puis la densité, ça nous suffisait. Mais oui, en tout cas, je compte bien travailler avec la DIF dans les prochaines années là, pour amener ça peut-être vers quelque chose qui serait disponible, ben, qui permettrait d'intégrer les données, finalement, les couches générées par la DIF, puis de fournir un produit pour les praticiens. Super, merci. Donc, on te réinvitera d'ici quelques années pour Oui, ça. Euh, oui. je vais y aller avec les mains levées. On a d'abord Claudie Maude, Canuel. Claudie, je t'invite à ouvrir ton micro si tu veux poser ta question. Euh, Est-ce que Claudie, tu arrives à... Ah, elle peut pas ouvrir son micro, il faudrait l'autoriser. Attends, je vais lui demander, je sais pas si je vais avoir le droit. Ouais. Bonjour. OK, merci, excusez-moi, là. J'étais pas capable. Je suis pas capable d'ouvrir ma caméra, là, mais c'est pas la fin du monde. Ben, merci beaucoup, Alexandre. Je trouve ça toujours vraiment intéressant de t'écouter, là. C'est vraiment fantastique ce que vous faites présentement, je trouve. Euh, J'avais deux petites questions. D'abord, je me demandais, pour ce qui est des là, tu parlais de délimitation automatisée des strates, puis peut-être même des secteurs d'intervention, par exemple pour la coupe ou autre. Je me demandais s'il y avait des façons de rendre les contours plus smooth, là. Tu sais, souvent, on va essayer de ne pas faire des petites fourchettes ou des Mhm. formes bizarres. Fait que ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, peut-être en a parlé, là, mais j'ai pas compris peut-être. Deuxième question, c'est pour savoir est-ce qu'on est rendu à être capable aussi d'avoir une mesure des débris? Parce que souvent, la base de régénération, puis tout ce qui se passe au sol, là, c'est quand même pas facile là, à délimiter avec le lidar. Puis là, je me demandais, on en est rendu où côté basse végétation, mais aussi débris, par exemple, après la coupe. Oui, OK. Merci beaucoup, Claudie, pour ta question. J'ai repartagé mon écran parce que pour ta première question, en fait, ben, c'est ça. Tu as bien repéré quelque chose que je vous ai pas présenté aujourd'hui, qui est la dernière étape de notre flux de travail. Attendez un peu. Qui est ici. Donc, comme tu dis, ça peut générer, tu sais, surtout si on a une couche aux 20 mètres ou une couche à plus fine résolution encore, ça peut générer des petites pattes qui sont vraiment étroites et qui ne sont pas nécessairement utiles. Ce qu'on fait à la fin, on a une étape de simplification des contours des polygones qui est optionnelle. Là, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est les résultats bruts. Mais dans l'étape de simplification, en fait, on a deux approches qui sont possibles. Soit de lisser tout simplement les contours pour donner des formes plus naturelles, ou de retirer des arêtes. Donc, ça nous permettrait d'éliminer ces pattes-là oui, c'est une étape qui est possible de faire pour donner des contours qui sont un peu plus naturels puis un peu plus pratiques, là. Donc qu'on n'a pas vraiment juste une bande qui s'étire, qui est vraiment pas très large, là. Fait que c'est ce que je vous avais montré aujourd'hui, c'était la version non simplifiée, non smoothée. Euh, En ce qui concerne ta deuxième question, là, il faut utiliser les bons outils pour les bonnes questions, je te dirais. Euh, Déjà, le lidar aéroporté pour la segmentation à l'échelle de l'arbre, ça fonctionne, mais un peu moins bien qu'un lidar qui est à plus basse altitude, finalement, donc avec une densité de points supérieure, disons. Euh, pour l'évaluation du sous-étage, de l'étage des Gaules, par exemple. Avec le drone, on a obtenu des bons résultats. Avec le lidar aéroporté, un peu moins. Là, quand on arrive vraiment à la végétation très basse, surtout, ça dépend du type de peuplement. Là, aujourd'hui, la présentation était sur la forêt Montmorency, mais on travaille, entre autres, à Duchesnay, dans des forêts feuillues, irrégulières, inicouiennes. À ce moment-là, il faut oublier ça, à un moment donné, il y a de l'occlusion, hein. La canopée crée tellement d'occlusion qu'on a même de la misère à avoir des points qui se rendent au sol. Dans ce cas-là, il y a d'autres technologies qu'ils utilisent. Je l'ai présenté en introduction, mais le lidar mobile terrestre, alors c'est un capteur avec lequel on peut se promener en forêt. Il y a plusieurs groupes de recherche, même la direction de la recherche forestière font des essais avec ça
pour mesurer et les goals et d'autres végétations qui est plus basse. Donc, j'aurais tendance à dire, j'ai pas travaillé spécifiquement là-dessus, mais qu'on serait mieux probablement d'utiliser un capteur qui est plutôt sur Terre, qui est en dessous de la canopée plutôt qu'il est au-dessus de la canopée, parce que dans plusieurs écosystèmes, sinon on va avoir de la misère là, à obtenir de l'information à cette échelle-là. Super, un gros merci. C'est ça. Merci beaucoup, Claudie Maude. Donc, une autre question qui nous vient de Charles Tardif. Je viens de vous inviter à réactiver votre son si vous voulez poser votre question à Alexandre. Oui, bonjour. Mon intérêt est surtout sur le tuya, en fait. C'est une essence qui est une essence compagne dont les inventaires sont souvent mauvais. Nous autres, nos approvisionnements de nos usines viennent autant de l'Ontario, surtout du Québec et du Maine, mais du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario. Je peux vous dire que les inventaires dans le CED sont pas bons nulle part. C'est Mhm. alors dû à la structure de l'arbre, dû au fait à l'histoire de l'arbre aussi qui fait qu'on a des gros arbres, on a des petits arbres, et souvent dans les places échantillons, quand on en prend un gros, mais ça prend, il semble y avoir beaucoup de cèdre dans un endroit, puis finalement, souvent, il se présente pas, il est pas là. Alors, Ouais. où en êtes-vous rendu là-dedans? Parce que l'identification par arbre, c'est drôlement intéressant. Puis, est-ce que on est capable, on va être capable de pouvoir justement sortir dans des peuplements, dans certains peuplements, des essences, les volumes, puis la présence d'essences qui sont des essences compagnes, qui représentent peut-être 10-15% du territoire, avec une précision, disons, suffisante pour être capable de s'en servir dans un esprit plan d'aménagement par îlot, puis être capable après ça de connaître les volumes pour l'exploitation. Oui, c'est une excellente question. Euh, j'ai peur qu'on n'ait pas vraiment relevé le défi encore. C'est sûr que tu sais, les essences compagnes, d'autant plus si elles arrivent en fin de succession, quelque chose comme ça. euh, Tu sais, ça peut être difficile, ça reste qu'on est limité, même pour bon, l'imagerie ou d'autres choses, parce qu'on est capable de voir du haut des airs, là. Euh, Tu sais, c'est ça, j'ai pas travaillé beaucoup sur l'identification des essences, surtout, tu sais, ce qu'on se limite beaucoup, puis les produits qui sont fiables concernent souvent l'essence dominante ou l'essence Mhm. dominante, la deuxième essence, des choses comme ça. La direction des inventaires forestiers travaille très fort pour offrir un produit à très fine résolution. Reste que tu sais, si le tuya, justement, il y a des petites tiges en sous-étage où il est distribué de façon très occasionnelle. Le défi, en fait, c'est d'avoir des données de qualité, des données d'entraînement de qualité pour créer des modèles qui sont capables de le reconnaître, de l'identifier, qui peuvent se baser, oui, sur le nuage de points lidar, oui, sur l'imagerie, donc la signature spectrale. Mais dans ce genre d'observations-là, qui sont des cas plus, ben, je ne veux pas dire rares, là, pour aller dans certaines espèces, mais on peut faire des modèles d'habitat aussi. Donc, tu sais, des endroits où où le cèdre est plus susceptible d'être parvenu à s'installer. Mais tout ce que je vous dis là, il n'y a rien vraiment d'abouti. Fait qu'à l'heure actuelle, peut-être que d'autres personnes dans l'assistance auront des réponses, mais j'ai pas encore la solution à votre problème. Mais disons que c'est dans les étapes à venir. On commence par ce qui est facile, puis là, on se concentre vers les cas qui représentent le plus un défi. Mais c'est ça, je suis conscient que dans votre cas, c'est quand même un bon défi. Puis ça doit être assez difficile de trouver les bonnes patches, là. Ouais, il y a un étudiant dont j'oublie le nom, parce que je l'ai rencontré, qui a une bourse avec qui on a donné une bourse d'études, Ouais. qui va faire justement l'identification par arbre. C'est évident qu'on va le suivre de proche de ce côté-là, Mhm. parce que ça nous intéresse grandement. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on est vraiment au début du développement. Pour ces aspects-là, en effet. Mais ça serait intéressant d'en discuter puis d'essayer de résoudre là, cette question-là particulière, là. Je vais être le 12 mai, j'ai une rencontre avec lui à la faculté, alors on pourra probablement te convoquer à ce moment-là, peut-être aussi avoir l'occasion de te voir. Super, merci. Merci. Manquera pas d'ouvrage, Alexandre. Euh, En lien avec ben, l'identification des espèces, en fait, il y avait un commentaire de Guy Lessard, juste que c'est en lien avec les espèces. Est-ce que tu explores l'utilisation du multispectral pour l'identification des espèces, là, qui pourrait peut-être être une solution prometteuse? Oui, oui, oui. Ben là, ça dépend si on parle de multispectral ou d'hyperspectral, là. Tu sais, multispectral, c'est un certain nombre de bandes, les satellites, entre autres, c'est ça. L'hyperspectral, là, on peut avoir des centaines de longueurs d'onde qu'on regarde. J'ai pas touché à ça encore. Je sais que le CERFO travaille là-dessus. Puis, évidemment, j'ai plusieurs personnes, collègues que je connais là-bas.
On n'a pas encore de projet à ce niveau-là, mais nécessairement, oui. Tu sais, ce qu'on réalise rapidement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de défis, hein, puis on y va comme un projet à la fois, on se concentre là-dedans. Ben, en fait, plusieurs projets à la fois, mais c'est certainement dans mon radar, là, puis j'aimerais bien ça, justement. Tu sais, l'idée, c'est on se spécialise dans certains domaines, puis on va chercher de l'aide de personnes qui ont une expertise dans un domaine complémentaire. En effet, c'est dans cette philosophie-là là, que je compte travailler. Parfait. La bonne nouvelle, c'est que tu es jeune encore, que tu as le temps. Tu vas avoir Ben, le j'ai le temps, c'est ça, à ce qui paraît. Il y a une question maintenant de Maxime Fortin qui demande s'il y a une densité de points leader minimum qui est requis pour avoir des résultats acceptables pour les outils en développement. Ça, c'est une très, très bonne question. Puis les réponses peuvent varier. Il y a, je dirais que pour beaucoup, beaucoup d'attributs, on n'a vraiment pas besoin d'une densité de points si élevée que ça. Fait que le leader provincial, on a 4, 8, 10 points par mètre carré, peu importe, nous permet d'avoir, pardon, des estimations de volume, par exemple, ou de surface terrière, là, qui sont assez bonnes, peu importe la densité de points qu'on a. Avec le lidar par drone, tu sais, on monte à 200, 300, 500 points par mètre carré. Si on le fait voler vraiment lentement, on pourrait avoir 1000 points par mètre carré. Il y a un moment où il n'y a plus de gain. Il y a même un moment où on va, euh, comment dire, on va enlever une partie des points du nuage de points parce qu'il y en a trop, puis du point de vue du calcul, c'est trop long, puis ça n'apporte pas nécessairement d'informations nouvelles. Euh, Par contre, tu sais, si on veut faire de la segmentation d'arbres individuels, ben nécessairement, pour un houppier, ça nous prend plusieurs retours qui sont arrivés sur le même houppier. Alors là, c'est pour ça que j'ai tendance à dire oui, des acquisitions, ça fonctionne avec une acquisition lidar aéroportée, mais on est à la limite. Par drone, il n'y a aucun problème. Puis là, il y a tout le deuxième volet qui est le problème de l'occlusion, surtout dans les peuplements feuillus ou dans les peuplements résineux très, très denses que si on veut être capable de générer à un moment donné un modèle numérique de terrain de qualité à fine résolution, ben, on va des fois opter pour la stratégie d'inonder la forêt de faisceaux laser et de points. Donc, on va faire voler le drone assez bas, à faible vitesse, pour générer beaucoup, beaucoup de points. Puis, il y a tout un système de hiérarchisation des retours LIDAR, là, l'indexation COPC, que ça s'appelle, qui nous permet euh, de filtrer le nuage de points pour réduire le nombre de points, mais proportionnellement à leur occupation de l'espace vertical. Donc, dans ce cas-là, on aurait généré beaucoup trop de points pour rien à la hauteur de la canopée. Donc, on en éliminerait plusieurs, mais on conserverait les retours qu'on a au niveau du sol ou au niveau de la végétation basse, par exemple. Fait que, tu sais, c'est vraiment modulé en fonction des besoins, euh, puis en fonction de la structure du peuplement. Ce qu'on a constaté, entre autres, dans les peuplements feuillus, c'est que maintenant, on ne fait pas seulement des acquisitions en ligne droite, on fait des acquisitions en grille par drone, ce qui permet que le faisceau laser pénètre dans la canopée à différents angles puis qui se faufile finalement entre les différents étages de végétation, surtout quand c'est des secteurs envahis par le hêtre, là, tu sais, c'est assez difficile de passer au travers. Donc, on adapte nos stratégies, fait que il n'y a pas comme de réponse absolue, c'est vraiment s'adapter au cas par cas, puis il y a quelques guides de bonne pratique qu'ils utilisent, mais c'est pas encore largement là, disponible. Super intéressant, merci. On a quelques questions en lien avec un autre biome que la forêt boréale. En fait, dans quelle mesure ça a été testé, le leader a été testé dans les forêts tropicales, par exemple, qui sont naturellement beaucoup plus denses? Mhm. Est-ce que tu as connaissance de ça, notamment aussi dans les forêts tropicales, des écosystèmes tropicaux qui brûlent régulièrement, où il y a des feux de brousse, là, est-ce que le leader a déjà été testé dans ces conditions-là? Qu'est-ce que tu en sais? Ouais, mais je travaille pas beaucoup dans ces écosystèmes-là, mais oui, le leader fonctionne. Évidemment, c'est les mêmes défis d'occlusion, là. Plus on a d'étages verticaux, plus c'est difficile. Par contre, vous avez probablement vu dans les dernières années la quantité de sites archéologiques qu'on a découverts, de civilisations anciennes ou autochtones, peu importe, grâce justement au modèle numérique de terrain, finalement, qu'on réalise à partir des données LIDAR, y compris dans des endroits où c'est la jungle, là. On pense à l'Amérique centrale, on pense à d'autres régions aussi du globe, là. Euh, on est capable de détecter finalement, le LIDAR est assez performant pour nous générer un modèle numérique de terrain qui nous montre les formes des structures, ce qui reste finalement
en éliminant la jungle, finalement, la végétation du sol. Alors oui, ça fonctionne. Il y a des défis qui sont spécifiques là, puis avec la diversité d'espèces qu'il y a, la diversité d'étagement vertical, c'est sûr que c'est des défis qui sont propres à ces écosystèmes-là, mais c'est certainement un besoin. Ouais. Ben, c'est certainement faisable, je veux dire. Ouais, super. Donc, on voit l'intérêt, bon, cette technologie-là pour étudier le couvert forestier, mais pour étudier le territoire, en fait, Exact. Oui, au-delà oui. de la ressource forestière. Mhm. Il y a une question maintenant de Sébastien Rivard qui demande est-ce qu'il y a des outils qui peuvent nous aider à déterminer la qualité de la tige, par exemple, donc d'aller à une échelle d'information plus fine? Oui. Ah, ça, c'est intéressant. Puis ça, c'est quelque chose qu'on cherche à développer. Cartographier la qualité, cartographier la vigueur. Euh, c'est encore une question d'échelle. On peut cartographier, bon, avec le lidar, on part de la plus fine échelle, on se promène en forêt avec un lidar mobile, ben, on est capable, ça, on génère là, des densités de points complètement folles de 10 000 et 10 000 points par mètre carré, même plus que ça, là. On est capable de reconstruire finalement le cylindre complet de l'arbre, du tronc, les branches. C'est juste peut-être en haut de la canopée qu'on va manquer un peu d'informations. Alors, à partir de ça, nécessairement, on est capable d'évaluer le DHP. Puis on sait que la qualité, notamment pour le sillage, ben, ça dépend beaucoup du diamètre. Après ça, la présence de défauts, ben là, ça va dépendre du défaut. Tu sais, je dirais que, tu sais, présentement, j'ai à peine effleuré ce domaine-là. Fait que là, je parle un peu au travers de mon chapeau, mais des défauts comme des chancres, des sporophores, nécessairement, on va les voir sur la reconstruction tridimensionnelle de l'arbre. À partir de ce moment-là, ben, c'est d'utiliser de l'intelligence artificielle pour repérer ces formes-là, repérer ces structures-là sur les troncs, puis les caractériser. C'est un peu moins à l'échelle à laquelle je travaille personnellement parce que c'est ça, faut faire des choix des fois. À l'échelle, disons, du drone ou du lidar aéroporté, ce qu'on est en train de faire, c'est tenter finalement on est capable de cartographier le DHP, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, nécessairement, on peut trouver les endroits où le DHP est plus élevé, donc où il y a plus de matériel pour le sciage. On peut aussi lier la présence de certains défauts, des défauts de houppier, probablement des sporophores, des chancres, aux conditions locales de croissance. Donc, est-ce que la topographie, l'humidité du site, la densité du peuplement, est-ce que tout ça peut avoir une influence sur la présence de certains défauts? Oui, probablement. Donc, mais là, on est en train de travailler là-dessus, là, donc je n'ai pas de résultat à vous présenter. Fait on s'en va vers là. Euh, Puis, avec le lidar et l'imagerie, nécessairement, dès qu'on a un stress ou un défaut qui affecte le houppier, ben là, on est capable de le mesurer. Tu sais, avec l'imagerie satellitaire, ça va être à échelle relativement grossière. Mais avec, disons, lidar par drone qui prend de l'imagerie en même temps, ben là, on est capable de segmenter, disons, un houppier en particulier et de voir s'il y a des relations entre justement la couleur du feuillage, la transparence du houppier et les défauts qui affectent la qualité de la vigueur. OK, donc c'est un peu des mesures indirectes de relier, de prédire la qualité de tige à partir de l'information du couvert ou l'information du milieu, comme tu parlais, de l'humidité du sol et autres. Exactement. Donc, c'est ça. Si on est en forêt avec un lidar mobile, ben là, on peut mesurer directement le défaut, mais sinon, avec les autres, c'est plutôt indirect, sur les facteurs indirects. Ou, ben, comme on sait, peut-être dans les feuillus, on sait que la densité, la vigueur du houppier est très importante et pour la qualité et pour la probabilité de mortalité. Donc, ça, c'est quelque chose qui serait une mesure directe là, qu'on pourrait faire aussi. Super. Il y aura encore quelques minutes s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Je voulais juste faire remarquer, là, on a Prof. Richard, qui est un des profs qui fait de la recherche à la Forêt-Montmorency depuis littéralement les débuts de la Forêt-Montmorency, qui dit quel chemin parcouru depuis les années 60 sur la recherche qui se fait à la Forêt-Montmorency. C'est le fun de... Ben, c'est ça, puis ça fait que commencer, là, on vous présente un peu une vision, là. L'idée, ben, c'est que, en tout cas, Evelyne est encore là pour un moment, justement, donc on va continuer nos histoires de carbone. Moi aussi, je suis là pour un bout. Donc, tranquillement, on essaie de suivre finalement l'évolution des technologies, l'évolution des connaissances, aussi servir de terrain d'expérimentation pour des projets en partenariat avec d'autres organismes de recherche, d'autres universités, d'autres ministères, organismes, là. Donc, c'est ça, l'idée, c'est vraiment d'en faire un laboratoire vivant où on teste des approches, on les met en pratique. Puis, ben, c'est ça. Merci
à tout le monde qui a participé à la présentation. Merci. Un avenir épatant. Ah oui, j'ai une autre question qui vient d'apparaître. Est-ce que c'est possible de caractériser le type de sol? En fait, tu l'as évoqué un peu là, en parlant des facteurs du Mhm. milieu. Est-ce qu'on peut caractériser le sol? Moi, comme prof de sol, la question m'intéresse. À partir d'où Oui. les détections? Certainement. C'est encore une fois moins mon domaine, là, mais oui, tu sais, on est capable d'obtenir pardon, une représentation très, très détaillée, un modèle numérique très, très détaillé. Euh, Il y a des travaux qui se font actuellement pour un peu automatiser l'identification des dépôts de surface. Tu sais, on sait que, bon, en interprétation du territoire, euh, on va regarder la texture, la forme, la position sur la pente, puis on est capable d'en déduire un peu quel phénomène s'est passé et de quel type de dépôt il s'agit. Donc, c'est techniquement tout à fait possible d'utiliser ces informations-là grâce à des approches, ben, des modèles ou même l'intelligence artificielle pour reconnaître ces patrons-là et cartographier les sols. Il y a des travaux qui ont été faits aussi par la direction des inventaires, la direction de la recherche forestière, pardon, là, donc, dont le système SIG-SOL, entre autres, là, dans le cadre du doctorat de Jean-Daniel Sylvain où Evelyne est impliquée. Euh, c'est ça, ce qui demeure le plus difficile à quantifier, c'est la texture vraiment de ce dépôt-là. Tu sais, le lidar ne pénètre pas vraiment le sol. Euh, on peut avoir où l'eau a tendance à s'accumuler avec des indices d'humidité topographique. Ça, c'est quelque chose que les gens en hydrologie maîtrisent depuis longtemps. Euh, mais l'eau a tendance à se diriger là, mais est-ce qu'elle est absorbée par le sol ou elle reste en surface? Ben là, pour ça, il nous faut une information sur le dépôt. Puis présentement, ben, ça serait par interprétation ou indirectement encore la position topographique, la forme, est-ce qu'on est dans le delta d'un cours d'eau, de reconnaître un peu ces formes-là pour se faire, mais c'est du domaine du développement là, pour l'instant. Et donc, on ne se passera pas encore de l'information terrain, de l'inventaire terrain, d'aller chercher de l'information. Là, ça reste un outil essentiel là, pour les développements technologiques. Là. Exact. Puis tu sais, dans notre approche, on continue, puis on va toujours, même quand notre modèle, on va considérer qu'on a toute la diversité des structures de la forêt Montmorency, on va continuer de faire des validations périodiques. Parce que c'est ça, c'est vraiment essentiel. Puis il y a certaines mesures, justement, comme ce dont Claudie Maud parlait tout à l'heure, vraiment la végétation très basse, la diversité des plantes de sous-bois. Ben là, ça, des fois, des inventaires floristiques, c'est quand même utile encore sur le terrain. OK. Donc, on va continuer à salir nos bottes comme Oui, ben, on arrive à la fin de de notre temps, de notre webinaire. Ben là, il y a plein de messages de félicitations là, qui s'accumulent là, dans dans le chat. Merci beaucoup, Alexandre. C'était limpide et fascinant et vraiment intéressant. Puis, on est content de savoir que tu as plusieurs décennies devant toi là, pour faire avancer cette recherche-là. Merci aussi de faire vivre la forêt Montmorency, notre forêt d'enseignement et de recherche et de t'y impliquer, là, parce que c'est grâce à des chercheurs comme toi là, que cette forêt-là prend tout son sens. Donc, je remercie l'auditoire. Vous avez été très nombreux à ce webinaire-là. Il va y en avoir d'autres l'automne prochain. Donc, on vous donne rendez-vous l'automne prochain. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître notre prochaine édition là, de nos webinaires. Tire-toi une bûche, v'là de la science. Donc, ben, merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. merci tout le monde, au plaisir. Merci Evelyne, merci Catherine pour l'organisation.